François Girard. Rejoins sa place. Merci. Oui, il était là. Béatrice Paulin. Présent. Sven Veillard. Présent. Vladimir Allier. Jean-Claude Pénicaud. Christophe Moquet. Présent. Cyril Favreau. Michel Béréken. Présent. Pierre Martin. Présent. Jean-Pierre Boguet. Présent. Daniel Esquiveur. Présent. Et François Denis qui a un pouvoir mais qui va nous rejoindre. Je vous propose que notre secrétaire soit Daniel, si tu es d'accord, merci. Et je propose, c'est pas une vraie modification, enfin, c'est un ajustement de l'ordre du jour. On a la participation au capital de l'agence France locale. Et on avait une autre DM. Je propose qu'on fasse la participation à l'agence, au capital de l'agence France locale et une décision modificative qui prendra à la fois, simplifie les choses, l'ADM de frais irrépétibles, la part de l'agence France locale et l'adaptation budgétaire qui va avec la participation au capital de l'agence. Voilà, c'est un ajustement que je vous propose. Il n'y a pas d'observation. Je vous en remercie. Je te demande, Laurent, de nous donner le compte rendu de la dernière séance. Mardi 8 octobre 2019, donc le conseil municipal a approuvé le choix de la SAS Toraja, délégataire de la délégation de service public du Casino des Dunes pour une durée de 15 ans. Nous avons donné notre accord pour des produits irrécouvrables suite à des décisions de justice en entérinant le principe de l'effacement de la dette à un montant de 950 € et 53 centimes et le principe de la créance éteinte pour un montant de 850 € et 40 centimes. Nous avons décidé d'acquérir une parcelle de terrain nu cadastrée AL18 dans la zone de solidarité pour un montant total de 3 472,50 €, soit 1,50 € du mètre carré. Et nous avons aussi approuvé le plan de financement des ETR 2019 pour un montant de 23 700 relatif à la création de 2 aires de service pour le déplacement actif. Et puis nous avons attribué les marchés de travaux relatifs aux lots 1, 6, 9 et 12 comme suit: terrassement VRD pour le port, excusez-moi, je parle du port. Donc le lot 1, terrassement VRD pour l'entreprise Vendée Terrassement pour un montant de 11 109,26 €. Le lot 6, isolation plâtrée pour la SARL Yannick Coulon pour un montant de 18 879,29 €. Le lot 9, serrurerie pour l'entreprise toujours Yannick Coulon pour un montant de 22 449,38 €. Le lot 12, peinture revêtement de sol pour l'entreprise VECO pour un montant de 5 190,10 €. Et nous avons autorisé le maire à signer les avenants ayant pour objet la réalisation des travaux de corps en plus et moins-value pour chacun des lots pour faire suite aux demandes de maître d'ouvrage et aux aléas de chantier. Alors comme suit pour le lot 1, le montant de l'avenant numéro 1 s'est élevé à moins 23 885,80 €. Le montant du nouveau marché est de 3 269 037 €, soit une évolution de 0,73% du montant initial du marché. Et puis nous avons fait la même chose pour le lot 2. Le montant de l'avenant numéro 2 s'élève à 39 951,83 € hors taxe. Le montant du nouveau marché est alors de 433 900,45 €, soit une évolution de 10,14% du montant initial du marché. Et puis pour le lot 3, le montant de l'avenant était une moins-value de 29 303,41 € hors taxe. Et le montant du nouveau marché est de 114 11 474 € hors taxe, soit une évolution de 20,35% du montant initial du marché. Nous avons modifié ensuite la constitution du conseil porteur au niveau des représentants du personnel du concessionnaire proposé par les organisations syndicales représentatives. Et puis nous avons approuvé le rapport de la CLECT en date du 19 septembre 2019 portant sur l'évaluation des charges transférées au titre de la restitution de la compétence, lutte contre les chenilles processionnaires. Et puis voilà, ensuite on a entendu diverses informations relatives, notamment à l'intervention de Michel Béréken qui demande le rajout de précision demandée lors du conseil municipal du 19 août 2019 pour les travaux du pont. Du petit pont. Il suggère l'intervention d'un bureau d'études à la charge du département pour vérifier la structure du pont routier avant tout transfert à la commune, aux communes. Ça a été fait. Ensuite, on a vu l'installation d'un particulier pour monter une exploitation maraîchère bio sur 2 hectares à compter du 1er janvier 2020.
Et puis ensuite, on a parlé des points de contentieux de la... on a fait le point sur les contentieux de la commune. En ce qui concerne les procédures d'indemnisation des victimes et de leurs proches, le jugement de la Cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcé sur le partage des responsabilités et a fixé le in solidum à 50% pour la commune, 35% pour l'État et 15% pour la SVL. Et un appel sera probablement formulé par les deux instances contre les assurances du crédit mutuel. Le contentieux de la commune contre la SMAC est toujours en instance. Une délibération sera modifiée lors d'un prochain conseil municipal concernant les frais d'honoraires pour la défense de l'ancien maire devant la Cour de cassation. Et un flotteur, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs, supplémentaire de 12 mètres sera installé au bout du fronton de la cave. Merci, Laurent. Il n'a rien à voir avec les contentieux. Pas de questions? Oui. Tout simplement, vous avez demandé à maintes reprises qu'on puisse bénéficier dans les informations qui sont relatives aux interventions qu'on fasse, au moins un petit soupçon au niveau des... Je me rends compte que je suis encore plus collant. Dans le compte rendu. Dans le compte rendu, oui. À la précédente, donc j'avais donné quelques informations et puis je suis encore pas nommé. Alors ça ne pourrait être pas de pas être nommé, mais bon, on est quand même en... Bon, c'est le problème. Daniel, tout à l'heure, m'a dit je fais synthétique. Je lui dis oui, tu fais synthétique. Bon, moi, je t'ai déjà répondu. On filme ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Je crois même les petites communes ne le font pas. Si tu veux bien, on se rapporte. Moi, je veux bien. Ou alors, tu distingues, mais tu vois, il ne faudrait pas que chacune de nos interventions fasse l'objet d'un rajout, parce que ça risque d'avoir... ou alors, il faut qu'on recrute une secrétaire à temps plein pour faire le compte rendu. Et comme... Daniel le fait gentiment. Écoute, s'il y a des observations particulières, dans ce cas-là, il faut dire je souhaite que ça soit à l'ordre du jour, porté au compte rendu, on le fera. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est approuvé. Premier rapport, donc, Michel, pardon. Je me dis que le bureau de contrôle était passé sur le pont. C'est ça que j'ai entendu. Non, ce que j'ai dit, c'est que la demande que tu avais formulée, je l'ai formulée par écrit au président du conseil départemental. Donc, c'est fait. Après, tu sais, j'espère qu'il oui, ça m'étonnait parce que c'est... J'espère qu'il coulera de l'eau sous le pont, mais notez quand même la fragilité des ponts. Hein. Oui. C'était un sujet majeur. Enfin, c'est pas le même système. Mais on sait que ça devient un sujet national, voire européen, parce que celui qui a déclenché les crises, c'est quand même Gênes. Mais depuis, on a noté un certain nombre de fragilités, voire malheureusement des drames. Surtout que c'est très inquiétant, c'est que sur les 250 000 ponts en France, il y en a énormément qui sont au retour du Sénat, qui sont voués à des... c'est un sujet réel. En plus, les charges sont jamais respectées. Et beaucoup n'appartiennent pas à l'État. Donc, bon, c'est ce qu'il en est. Alors, si vous voulez bien, je commence par le dossier d'adhésion au groupe Agence France Locale. Engagement de garantie, première demande et délégation au maire. Alors, bon, c'est un dossier qui fait l'objet d'une présentation ce soir, qui résulte à la fois d'une opportunité, je vous expliquerai cette opportunité, et en même temps qui fait référence à une nécessité. On a repoussé depuis 3 ans avec les lignes de crédit, une nécessité de financement de long terme que je vais expliquer. L'opportunité de l'Agence France Locale. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Agence France Locale? Pour les plus anciens qui ont bien connu le monde territorial, on se rappelle tous du Crédit Local de France, qui a été intégré avec le Crédit Local de Belgique, d'ailleurs, en 2009, de mémoire, dans une structure qui s'appelait Dexia, qui s'appelle toujours Dexia, dont on a connu les difficultés majeures, et d'une certaine manière, la cavalerie de... Bonjour Françoise. La cavalerie de Dexia. Cavalerie de Dexia qui conduit en 2011 à une crise majeure, puisque Dexia, qui doit encore compter 1200 salariés, je le dis, ne fait que gérer les prêts, les encours qu'elle a en stock. Pour autant, la disparition du CLF et de Dexia pose une réelle question de l'offre financière pour les collectivités locales. Et depuis longtemps, un groupe de collectivités locales autour de l'Association des maires de France, depuis au moins 2009, autour de grandes régions. J'en sais quelque chose parce que
j'ai été pour partie initiateur du mouvement, et la région Pays de la Loire a été l'une des premières à lancer et adhérer à l'agence France locale. Un certain nombre donc, de collectivités locales autour de l'AMF, de M. Péricard, qui est l'ancien président de l'AMF et aujourd'hui président de l'agence France locale, ont revendiqué la nécessité de disposer d'une banque, d'un établissement bancaire par les collectivités, pour les collectivités. Alors ça a été un peu long, et comme il y a eu en même temps la crise de Dexia, ça a été compliqué. Ceci dit, la création a été actée, et vous le verrez tout à l'heure, je citerai la référence, par une loi en 2013 et par une adaptation du Code général des collectivités, locales. Donc l'agence France locale, vous le verrez, est composée de 2 structures, mais elle a été créée et devient la banque de référence des collectivités locales pour les collectivités locales. Alors, il se trouve qu'au Congrès des maires, moi j'étais au Congrès des maires la semaine passée, je suis un peu perdu parce qu'on en fait beaucoup. Bon, quand on va au Congrès des maires, on fait son marché. On voit du monde, on voit beaucoup de monde, et puis on va ici ou là. L'intérêt, la première distinction, c'est que l'agence France locale, elle n'est pas dans la partie où on fait le marché, c'est-à-dire, vous connaissez le palais de Versailles, la porte de Versailles, vous avez les halles, et dans les halles, le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la Société Générale, tout le monde est là. Mais dans la partie congrès, à l'entrée de la salle du congrès, vous avez le bureau de l'Association des maires de France et le bureau de l'agence France locale. Vous avez d'ailleurs à côté, je le dis Laurent, l'équipe des JO 2024. Petite parenthèse, nous sommes labellisés 2024. Donc, l'agence France locale, c'est vraiment un organisme porté par l'Association des maires de France. Et il se trouve que, allant au congrès, je me fais alpaguer par le directeur de France locale, de l'agence France locale, que je connaissais d'une autre vie, et qui me présente l'agence France locale. J'avoue que j'avais un peu déconnecté. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on est éligible? Je rappelle quand même que c'est essentiellement des grandes collectivités. Et il me présente l'agence France locale en disant on a en adhésion, alors tu disais 300, je crois, 300, on va dire, et c'est une volonté, globalement des grandes régions, des grandes agglos, des grandes villes, et puis les petites communes. Peu encore, parce que le réflexe, l'agence France locale n'est pas encore complètement fait. On a encore souvent, je ne vais pas citer de banque, mais le réflexe de la banque locale, pensant qu'elle est de bonne opportunité. Alors, il y a aussi un frein majeur, c'est que pour être à l'agence France locale, il faut être éligible. Donc la première question qu'on nous pose quand on voit les gens de l'agence France locale, c'est on va regarder vos comptes pour savoir si votre notation, votre cotation, votre solvabilité ouvre droit ou pas. Et ils ont une panoplie de critères qui disposent de tous les comptes, et c'est normal, et qui va de 1 à 7. Et donc, si vous êtes de 1 à 7, vous êtes éligible. Et c'est le calcul qu'on a fait en direct avec l'agence France locale. Pour votre info, la Faute-sur-Mer est classée légèrement en dessous de 5. Donc on est éligible. Alors je le dis, cette condition d'éligibilité, je ne vais pas citer d'autres communes, mais c'est un frein majeur. Il y a beaucoup de communes, j'en citerai pas, mais j'en connais, dans l'environnement local, qui malheureusement n'ont pas l'éligibilité de l'agence France locale. L'offre de l'agence France locale, c'est à la fois du court terme, du moyen terme et du long terme. Et la particularité du long terme, c'est qu'elle offre du 30 ans, voire du 35 ans. Je vous rappelle que les banques classiques, quand on parlait de 20 ans et commençait à se gratter la tête, c'était un peu compliqué. Il y a eu pour des raisons historiques financières. Élément majeur, c'est les taux de l'agence France locale, alors qui sont, parce que les moments sont historiquement bas, enfin, vous savez que le loyer de l'argent est faible, Laurent le sait mieux que d'autres, c'est son secteur de travail, mais vous trouvez du 0,68 sur 20 ans, du 0,88 sur 25 ans, et à peine du 1,03 sur 30 ans. Donc vous voyez les références. Je vous rappelle qu'on devait être, je dis ça de mémoire, autour de 2,60 sur des prêts qui ont été réalisés en 2014, et on devait être sur 1,80 de mémoire sur un prêt qui a été réalisé en 2017. Donc on est sur des taux excessivement bas. Et puis les conditions d'adhésion, les conditions de prêt, elles sont simples. Il suffit d'être éligible, donc de rentrer dans les critères de cotation, donc d'avoir une saine gestion pour
être solvable, ce qui est logique, et puis forcément, comme c'est la banque des collectivités, il faut être actionnaire de la banque. D'où ma proposition d'adhésion de devenir actionnaire de cette agence France Locale. Alors, un mot complémentaire sur cette opportunité de cette rencontre, c'est les fenêtres de tir et des opportunités qu'il faut savoir saisir de temps en temps. Je ne suis pas certain qu'en attendant 2020, on ait les mêmes conditions, ni d'entrée, ni d'opportunités financières. Donc, je vous incite à être vigilant. Ma proposition de traiter aujourd'hui de cette question, et probablement, je vais y venir, de traiter du long terme à suivre, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. Voilà la question de l'opportunité. Alors je vous disais, il y a deux raisons qui me conduisent à vous proposer le dossier. La deuxième, c'est la nécessité financière de la commune qu'on a toujours repoussée par des lignes de crédit. Alors, vous vous souvenez que chaque budget, je vous rappelle que, enfin je reviendrai sur ces questions, mais à chaque budget, on est en alerte sur les fonds de roulement. Je reviendrai sur cette question, elle est importante et on en débattra. Et je vous propose dès à présent une séance spéciale de commission des finances ouverte, pour faire les choix définitifs. Là, on va faire les pré-choix, mais les choix définitifs, notamment de montant, on les arbitrera en commission des finances. Si vous en êtes d'accord, si vous avez vos agendas, je vous propose vendredi prochain. Et si vous êtes disponible, ce serait plutôt une séance, je crois qu'on a dit vers 16h ou 16h30. 16h ou 16h30 vendredi prochain. Alors, parce qu'on a besoin de consolider nos investissements. J'explique ce point maintenant. 16h, si ça vous va. Notez-le, s'il vous plaît. S'il faut glisser, on glissera, mais ce serait bien de le faire à ce moment-là. Parce que l'agence France Locale, elle est saisie de notre dossier et elle doit le traiter la semaine prochaine. Donc en même temps, on aura des réponses sur son engagement ou pas d'ailleurs, hein, parce que pour le moment, c'est suspendu naturellement à l'avis d'un comité des finances. 3 types d'investissements à la faute. Je reviens sur cette question pour qu'on se remette des idées. Je vais aller très vite ce soir parce que je pourrais être très long. On est presque abouti, mais il y a encore un petit travail. Je préférais qu'on le fasse en collectif, en commission des finances. 3 types d'investissements majeurs. Les digues, je vous rappelle, globalement, les investissements digues, c'est 3-4 millions d'euros hein, depuis 2014. Je vous rappelle que l'ensemble des digues ont glissé via GEMAPI, y compris la dette, sur la Comcom et le syndicalisme. Deuxième type d'investissement majeur, le CRST, le contrat régional de solidarité territoriale, négocié fin 2014, début 2015, qui a financé des investissements majeurs que je ne vais pas redétailler, qui sont globalement financés à 80%, 20% à la charge de la commune. Et ces 20% à la charge de la commune, ils sont déjà, aujourd'hui, réalisés dans nos budgets, à la fois dans le budget principal et dans les budgets annexes. Donc, je ne reviens pas ni sur le financement des digues, ni sur le financement des grands travaux du CRST. Par contre, les autres investissements, ceux sur lesquels on a tous les ans depuis 2014 réalisé un certain nombre d'engagements et de travaux, eh bien, ces investissements, pour le moment, on ne les a pas couverts avec du long terme. Et la question est maintenant posée, parce qu'on l'a couvert avec du court terme, pour une raison simple, c'est qu'on on a plutôt bien géré le truc, on avait fait rentrer des subventions, je vous rappelle que les subventions de la région par exemple, on a touché 30% de la subvention avant d'avoir commencé les travaux. Je vous rappelle que par ailleurs, j'avais négocié un prêt court terme à 0% à la Caisse des dépôts et consignations, un prêt FCTVA. Donc on a engrangé un matelas de liquidité qui nous permettait d'assurer et les problèmes de fonds de roulement dont je vais vous parler, et de réaliser les premiers investissements. Ceci dit, vous avez remarqué que les investissements ils sont considérablement accélérés, puisqu'on les a inaugurés ensemble il y a un mois, et que les travaux majeurs maintenant sur le port sont en train de s'avancer. Donc, si tu peux passer on a fait les comptes, et c'est ce que je vous proposerai en travaux à la commission des finances le vendredi prochain. On a réalisé, en dehors des digues, en dehors du contrat régional de solidarité, 2 700 000 euros si on ne met pas les travaux de la plage, les travaux de l'avenue de la plage. Et on a réalisé, si on y ajoute les travaux de l'avenue de la plage, 3 557 000 euros d'investissement hors taxe de 2014 à aujourd'hui. Alors,
la particularité, on a distingué les deux, mais je pense qu'il faut raisonner sur le deuxième chiffre, hein, 3,5 millions. Tu nous fais le détail. Oui, enfin, je vous propose que ce travail, on le fera lors de la commission des finances, parce que sur ce travail, il y a des ajustements à faire, notamment sur les durées d'amortissement. Donc je préfère que, globalement, il s'agit de l'ensemble des investissements sur nos budgets d'investissement depuis 2014. 2014-2019, 3 557 000. Avec une particularité, c'est pour ça que je distingue l'avenue de la Plage, pour deux raisons. La première, c'est que, vous voyez, les taux de subvention de la première ligne des 2,7 millions, on est à 26%. On vous donnera, vous prenez des notes, dans tous les cas, vous aurez ces documents, parce qu'il faudra qu'on retravaille dessus. Enfin, vous voyez assez simplement, le besoin de financement pour le premier bloc, il est de 2 millions, pour faire simple, il est de 2 millions d'euros. Pour couvrir le besoin de financement de la commune sur les premiers blocs, les 2,7 millions, il faut 2 millions d'euros. Pour couvrir le premier bloc et ajouter l'avenue de la Plage, il faut 2,8 millions. Hein, avec une particularité, c'est que l'avenue de la Plage, elle a été couverte par un emprunt que vous aviez, René, négocié en mars 2014, un emprunt d'1 million d'euros, dont 500 000 a été reporté, puisque 500 000 étaient pour les digues. Donc il y a un emprunt réel de 500 000. Donc là, il y a encore un petit ajustement à faire, parce qu'il faudrait tenir compte de cette réalité. Ce que je veux vous dire à ce niveau-là, sans aller beaucoup plus loin, c'est que j'estime, moi, aujourd'hui, le besoin de financement global à 2,8 millions. Alors après, le choix qu'on va faire, c'est de savoir à combien on s'engage en autofinancement et à combien on s'engage en prêt. Un particulier, quand il construit une maison, il ne finance pas 50% d'autofinancement. Enfin, c'est assez rare. Donc, ma proposition, c'est donc de se dire comment on finance ce 2,8 millions. Alors, moi, j'estime le besoin de long terme, à ce stade, entre 800 000 euros et 1,5 million. C'est-à-dire, j'estime qu'il faut que la commune fasse en autofinancement, et c'est un calcul simple, entre 50% et 70%. Aller plus bas, c'est-à-dire emprunter plus, me paraît pas tout à fait conforme à nos objectifs de gestion depuis 2014. Je vous rappelle qu'on a dégagé environ 200 000 euros d'épargne brute, vous savez, le fameux prélèvement sur les dépenses de fonctionnement qu'on virait en section d'investissement tous les ans au BP, c'était environ 200 000 euros. Donc moi j'estime que cette part d'autofinancement, il faut qu'on l'assume, et donc ma préconisation, c'est plutôt d'être autour d'1 million d'euros d'emprunt long terme. 1 million d'euros d'emprunt long terme, ça ferait une part d'autofinancement à 65%. Donc une part d'emprunt par rapport à la réalité du 2,8 millions qui serait nettement plus faible. Alors, à ce stade, et l'ADM vous le précisera, je souhaite, dans l'addition modificative, qu'on augmente de 800 000 euros en dépenses et en recettes nos budgets d'investissement, le budget d'investissement de la commune, pour qu'on ait la capacité, dans les jours qui s'ouvrent, jusqu'à la commission des finances, de savoir quelles sont les conditions financières, si l'Agence France locale nous fait des conditions financières, et si elle en fait. À ce jour, et c'est le tableau qui suit, pour que vous soyez informés de ce dont on va discuter, on va bien raisonner sur 1 million d'euros d'emprunt, et on va vous présenter l'évolution depuis 2013-2014 du remboursement de la dette de la commune. Et on parle bien de l'annuité complète, hein, intérêt et capital. Je vous rappelle les intérêts en section de fonctionnement, le capital en section d'investissement. Donc vous avez la réalité de notre engagement bancaire, d'ailleurs c'était dans un journal, hein, je pense que c'était le journal il y a 6 mois, vous aviez ce détail qui était opéré. Dans le bulletin municipal, pardon. Et donc ce qu'on a rajouté, vous le voyez en orange, eh bien on a fait un calcul en se disant, et si on emprunte 1 million d'euros sur 25 ans à 0,8 à l'Agence France locale, quel est l'effet sur notre dette? Donc l'effet, c'est une annuité de 48 000 euros, intérêt et capital, à partir de 2019, enfin donc de 2020, puisque si on fait l'opération, on le fait en opération de 800. Et c'est ce choix qu'on doit faire lors de la commission des finances, sur la base des engagements que le Crédit Local de France, que l'Agence France locale, pardon, ça me revient, sera en capacité de nous faire la semaine prochaine.
pour information, et c'est l'intérêt quand même du loyer de l'argent actuellement, je veux dire de mémoire, le prêt d'1 million d'euros contracté en 2014, donc même somme, hein, c'était, la première annuité, c'était de mémoire 71 000 euros. La première annuité d'un emprunt à 0,88%, c'est 48 000 euros. Donc vous voyez l'effet, j'allais dire d'opportunité, parce que de temps en temps, je suis même, quand je vous propose d'être à 65-35, on pourrait se dire, on a peut-être intérêt à s'endetter un peu plus, parce que l'argent est vraiment pas cher. Donc cette question, on la traitera. Je voudrais vous dire que dans le débat qu'on aura vendredi prochain, il y a naturellement la question des 2,8 millions que je vous ai présenté là. Il y en a une autre, sur laquelle on revient régulièrement lors de nos budgets, notamment du budget positif, c'est la question du fonds de roulement. Le fonds de roulement, pour faire simple, c'est l'écart entre nos recettes et nos dépenses, et on a des écarts très importants de manière structurelle, c'est-à-dire de manière durable. Il faudra bien les régler un jour, hein, mais de manière durable. Dans deux secteurs. Premier secteur, le lotissement. On sait que entre les dépenses et les recettes, parce qu'on ne peut pas vendre tous les terrains, il y a un coche d'environ 200 000 euros. C'est-à-dire que ces 200 000 euros, pour le moment, on les couvre sur notre trésorerie. Notre trésorerie, c'est aussi du crédit court terme. Le deuxième élément, et Dieu sait si on y bosse et si les travaux en cours doivent permettre de remédier tendanciellement à la question, c'est le port. Moi, j'estime que le doigt mouillé, le fonds de roulement chronique et structurel du port, c'est environ 400 000 euros par an. C'est-à-dire qu'on a un stock de 400 000 euros pour des budgets qui, depuis toujours, et je n'accuse personne en disant ça, hein, n'ont jamais couvert leurs produits. C'est-à-dire que le port, il a toujours coûté plus qu'il n'a rapporté. Et ça se traduit en fonds de roulement. On a en plus un élément qui, lui, est conjoncturel, c'est que, vous l'avez compris et vous l'avez noté, on a fait beaucoup d'investissements ces dernières années, d'abord sur les digues, puis après sur le contrat régional de solidarité. Quand sur 10 millions d'euros, on va chercher 8 millions d'euros de subventions, quand on a fini les travaux, les subventions ne sont pas encore en caisse. C'est-à-dire qu'il y a un délai toujours très long entre le moment où on touche les subventions et le moment où on décaisse. Voilà. Tout ça pour vous dire que, maintenant je vais rentrer dans la délibération et dans l'ADN pour que les choses soient claires. Alors, vous avez le sentiment que c'est des charges, c'est beaucoup. Je voudrais au moins à ce stade vous envoyer une bonne nouvelle, parce que quand on en a, parce que j'ai des mauvaises nouvelles après, donc, il faut de temps en temps chercher les bonnes nouvelles pour continuer à se lever le matin. La bonne nouvelle, c'est le travail qu'on a fait sur les droits de mutation. Vous savez qu'on a abordé longtemps cette question lors du changement et de la négociation du statut de station classée. On a inscrit de mémoire au BP 50 000 euros, Jean-François, je ne pourrais pas me tromper, et au BP, sur les droits de mutation, 50. Et les dernières nouvelles, mais j'ai à nouveau alpagué le directeur départemental des finances publiques, je pense que nous devrions être entre 100 et 130 000 euros de droits de mutation cette année. Grâce au fait qu'on a maintenant retrouvé, non pas un fonds de péréquation, mais une réalité des transactions réalisées sur la commune. Donc, c'est 50 ou 60 000 euros, peut-être même un peu plus. Je sortais ce chiffre volontiers parce que l'annuité d'emprunt d'1 million d'euros, c'est 50 000 euros. Donc ça permet en même temps de relativiser la réalité, y compris la réalité du dynamisme fiscal de la commune. Parce que je ne vous proposerai pas ces indicateurs si on était dans une déprime, et si on n'était pas classé d'ailleurs, je ne vous présenterai même pas parce que je ne sais pas comment on ferait. Voilà le propos général. Si vous voulez bien, je rentre dans la question d'adhésion maintenant, pour plus précisément, parce qu'elle est assez technique, mais je voulais quand même vous donner cette explication, puis après je viendrai dans l'ADN. Alors l'agence France Locale, je vous l'ai dit, a été créée par une loi en octobre 2013, et c'est désormais codifié dans l'article 16.11.32 du Code général des collectivités. L'agence, c'est en fait, mais ça, Laurent me reprendra, mais c'est un grand classique, hein. Il y a deux sociétés dans l'agence France Locale, comme tous les grands établissements bancaires, une société territoriale et une société anonyme. Société territoriale avec des actionnaires et société anonyme pour recouvrir au fond. La particularité de l'agence France Locale, c'est pour ça que j'ai tout de suite, quand j'ai vu mon ami Philippe Rougier, qui est le directeur,
le directeur de la banque de la partie crédit. Je suis tout de suite, parce que moi je me méfie beaucoup des organismes bancaires. Quand je vous parlais d'Dexia à 1200 salariés, si vous êtes combien? 30. Ils sont 30. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une agilité et on ne paye pas des technostructures. Je veux le dire tout de suite, c'est-à-dire que quand on adhère à l'agence France Locale, on ne paye pas de frais de dossier après. Quand vous payez, je ne citerai pas les taux des frais de dossier des banques classiques, mais on n'est pas actionnaire, mais on paye très cher les frais de dossier. La société donc territoriale, l'une des deux, est une société dont les collectivités territoriales sont actionnaires. C'est la société mère de l'agence qui est en charge des décisions institutionnelles et stratégiques du groupe. Chaque collectivité actionnaire est invitée en sa qualité d'actionnaire. La gouvernance de l'agence France Locale est donc régie par un directoire avec un conseil de surveillance composé de personnalités indépendantes du secteur bancaire et de représentants des collectivités locales qui s'assurent de la qualité et de la cohérence des orientations prises par l'établissement de crédit du groupe. Quelles sont les conditions préalables de l'adhésion qui nous conduit à délivrer aujourd'hui? L'exigence de solvabilité. Donc cette exigence, comme je vous l'ai dit, elle fait l'objet de critères définis par le conseil d'administration sous proposition du directoire et qui permet de réaliser une notation. Donc, je vous l'ai précisé tout à l'heure. L'apport en capital. Comment est calculé l'apport en capital? Parce qu'il y a de très grandes collectivités qui ont, je crois que la métropole de Lyon, elle a dû prendre 5 millions d'euros de capital d'entrée. Parce que c'est un calcul automatique. Le calcul de l'apport de capital, il se fait sur des critères qui sont très rationnels. Le versement peut se faire sur 5 années successives. On peut retrouver son capital au bout de 10 ans, pour éviter des actionnaires volatiles. Le calcul se fait sur 0,80% d'encours de dette et 0,25% de recettes réelles de fonctionnement. Un calcul technique qui, pour ce qui nous concerne, conduit, et vous verrez ma proposition, c'est de faire une proposition d'adhésion de l'agence France Locale uniquement sur le budget principal et pas d'ajouter des budgets annexes, parce que si on ajoute les budgets annexes, on augmente le montant de l'action pour des raisons inutiles. On n'a pas de raison aujourd'hui à faire des prêts sur le port, c'est déjà fait, sur le golf, c'est déjà fait, ils sont payés par le loyer, et encore moins sur le lotissement. Donc on en reste là. Le calcul pour la commune, c'est 12 900 € de capital, avec une réalisation en 3 fois, c'est la proposition qui a été actée, 4 300 € par an. C'est l'objet de la délibération. Une précision également pour distinguer les frais de dossier bancaire et le capital. Les 12 900 €, c'est du capital qui est à la section d'investissement et qui peut être financé par l'emprunt. Donc ce n'est pas un débours qui vient peser sur l'épargne de la commune. Présentation de la modalité générale de fonctionnement des garanties, puisque, et c'était une question notamment qu'on a vue avec Laurent d'entrée, c'est-à-dire quel est le système de garantie et de contre-garantie de l'agence France Locale. Donc le système est assez simple, il y a un mécanisme de garantie créé par le Code général lui-même, permettant d'assurer aux créanciers la pérennité du groupe par voie de conséquence la reconnaissance des investisseurs pour les titres financiers émis par l'agence France Locale. Chaque membre peut être appelé au paiement de la dette de l'agence France Locale, entendez bien, chaque membre actionnaire, et il peut être appelé, le montant de la garantie correspondant à tout moment, au montant de l'encours de dette de la collectivité. Donc, il n'y a pas de cavalerie, c'est-à-dire que s'il y a des difficultés de financement, le seul engagement de l'actionnaire, c'est sa part de capital. Le processus d'adhésion, donc, après le recours à l'emprunt par la collectivité actionnaire, bon, il y a donc ce pacte qui conduit donc à l'adhésion et donc à la souscription d'actions, à l'engagement de garantie pour chaque emprunt souscrit, et la délibération donc porte adhésion à la société et approbation de l'engagement de garantie, et autorisation pour l'exécutif de réaliser des prêts, à travers notamment, on le verra tout à l'heure, la délégation dont je dispose au titre du Code général, délibération prise le 12 avril 2014. On va préciser la date, parce que là, dans le rapport, je vois 12 avril plus court. Voilà, donc tout ça me conduit à vous proposer l'adhésion au groupe Agence France Locale, engagement de garantie première demande et délégation au maire. Je vise l'article 16.11.32 du Code général, je vous en ai parlé tout à l'heure. La délibération me confiant délégation en compétences en matière d'emprunt.
Et puis, sur la base de ce rapport, donc d'approuver l'adhésion de la commune à l'agence France Locale, société territoriale, d'approuver la souscription d'une participation au capital de l'agence France Locale d'un montant global de 12 900 €, c'est ce qu'on appelle l'ACI, établi sur la base du compte de l'exercice 2019. On a exclu, je vous l'ai dit, les budgets annexes, lotissement, port et golf, d'autoriser l'inscription de la dépense correspondant au chapitre 26, on le verra dans l'ADM qui suit, puisque naturellement, si on prend une adhésion, il faut payer les dépenses sur le budget, d'autoriser à procéder le paiement en 3 parties, année 2019, année 2020, année 2021 pour 4 300 €, de m'autoriser à signer le contrat de séquestre, de m'autoriser à signer l'acte d'adhésion au pacte, de m'autoriser à signer les actes et documents nécessaires à l'adhésion, de me désigner en qualité de maire et Laurent Gier en qualité de premier adjoint en tant que représentant titulaire et suppléant de la commune de La Faute, à l'Assemblée Générale, Agence France Locale, d'autoriser le représentant de la commune de La Faute ou son suppléant à accepter toute autre fonction qui pourrait être confiée dans le cadre de la représentation au sein du groupe Agence France Locale. Je n'ai pas l'intention de demander la présidence, hein, je vous dis, dans le temps qui me reste, c'est pas le sujet. D'octroyer donc la garantie autonome à première demande, comme je vous l'ai expliqué, qui est le montant maximal des emprunts de la commune de La Faute et qui est autorisé à souscrire pendant l'année. D'autoriser le maire à se prendre ou signer tous les actes et documents nécessaires et toute mesure et signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà donc la délibération plus formelle, après la présentation des questions financières, la question de l'organisation juridique et financière de l'agence France Locale. Est-ce que vous voulez voter ou est-ce que je présente l'ADM tout de suite, parce que l'ADM va avec. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vais présenter l'ADM. Alors, l'ADM, j'anticipe un peu sur l'après-conseil, hein, enfin sur la suite du conseil. Donc, première délibération, enfin, dans l'adhésion modificative, on aura, je vais donner les dépenses et les recettes. Hein. En dépenses, 4 300 € et on prend les crédits sur le compte 2151, puisqu'il nous reste des crédits sur réseau de voirie, donc sur de l'investissement, et on crédite le 261, titre et participation, pour 4 300 €. D'accord? Première partie de l'ADM. Deuxième partie de l'ADM, on modifie le budget primitif pour autoriser, et c'est la discussion qu'on aura vendredi prochain, un prêt qui, moi je propose qu'il pourrait aller jusqu'à 1 million €. Si vous voulez qu'on aille plus loin vendredi prochain, on redélibérera et on renégociera avec l'agence France Locale, mais je pense que ce serait sérieux, enfin c'est ma préconisation, d'en rester à 1 million €. Et je pense que 25 ans, c'est plutôt une bonne date. La question, pour ce faire, il faut ajouter 800 000 € au budget. Pourquoi 800 000? Parce que dans le BP, on avait déjà inscrit 200 000. On met toujours par prévision 200 000. Donc je propose d'augmenter par l'ADM le budget section d'investissement 800 000 et de retirer 800 000 € qu'on soustrait sur le compte 1321 ou 1322. Il s'agit là des subventions. Je rappelle qu'à chaque budget primitif, vous avez un montant de subvention important qu'on fait varier puisqu'on travaille un peu en crédit dépenses-recettes. Dernière partie de la décision modificative, et pour cette question-là, pour l'ADM, je demanderai à René de ne pas participer au vote de l'ADM. Il s'agit donc du sujet suivant. Il y a une amende fiscale et pénale par le jugement du tribunal administratif sur les frais d'avocat de René Narati de 1 500 €, donc il faut les payer, ça ne se discute pas, c'est des frais irrépétibles. Donc il faut dépenser 1 500 €, et je vous propose de les prendre en diminution de crédit sur le compte 6232, c'est le compte fête et cérémonie, on n'a pas beaucoup dépensé, donc on peut facilement sortir 1 500 €. Voilà, vous avez donc la panoplie générale du sujet. Je vous propose de devenir actionnaire de l'agence France Locale, potentiellement de souscrire un emprunt qui peut aller jusqu'à 1 million € parce que l'ADM nous y autorise, et de faire le réglage des montants, y compris en abordant la question d'effondrement, le vendredi prochain à 16 h en commission des finances. Je dis commission des finances élargie, c'est-à-dire qu'il y a les membres de la commission des finances, mais celles et ceux qui souhaitent s'associer, qui ne sont pas membres de la commission des finances, je les invite volontiers parce que les sujets sont, à mon avis, importants.
peut le faire à 18h vendredi, parce que 16h, je sais pas. Alors, 16h, ça fait de travail. je sais que j'ai des contraintes. C'est dans 8 jours. Hein. C'est peu. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On peut pas. Est-ce que tu peux Tu peux à avant, 17h tu peux avant. ou avant? Ah, début d'après-midi, ouais. Je n'importe combien. 14h30. 14h30, c'est bien. On permet avec le bureau. 14h30. 14h, 14h30. Ça vous va? 14h, ouais, 14h. 14h 14h. 14h. Moi je suis ailleurs le matin et Ça sera mieux 14h. il faut se poser. Pardon? On a le mariage, oui. Mais c'est quoi? Il y a un mariage. C'est le matin? Non, mais moi, je crois pas bien. Tu seras avec moi, 14h30. 14h30, commission des finances. Merci. Donc je soumets au vote, premièrement, la délibération que je vous ai présentée sur l'agence France locale, qui est d'avis de l'approuver. Levez la main ou levez pour la main? Alors, Adhésion France locale. adhésion France locale, la délibération est approuvée. Je ne reviens pas dans le détail de tous les apports. Qu'est-ce qui est pour? 14h30. 14h30. Vendredi 14h30. Vendredi 14h30. Deuxième délibération, donc je vous rappelle l'ADM. Là, je demande à René de ne pas prendre part au vote, donc de se mettre comme quand on vote le compte administratif en retrait. Il s'agit de l'ADM, votant en dépenses 4300 plus 800 plus 1500, en recettes 4300, 800 et 1500. L'ADM, c'est toujours équilibré. Qui est d'avis de l'adopter? Qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Merci. Alors, voilà pour le premier dossier. Le deuxième dossier a pour objet le réexamen de la demande de prise en charge des honoraires dans le cas présenté par René. Je te demande juste de te mettre un peu en retrait, qu'on ne dise pas que... Voilà. Et d'être silencieux sur cette partie, puisque tu es concerné par cette affaire. Je reviens d'abord parce que malheureusement, je vous disais tout à l'heure de parler de mauvaises nouvelles, il y a quand même eu un certain nombre de nouvelles étonnantes et inquiétantes qui méritent que je vous donne, avant de parler des frais d'avocat, l'état des informations sur les contentieux liés à la tempête de Xynthia. Alors je vous rappelle, je vais faire vite parce que vous connaissez le dossier, encore que je me rends compte combien peu sont nombreux celles et ceux qui connaissent bien ce dossier. Il se raconte beaucoup de bêtises, beaucoup d'approximations. Donc je vais essayer de faire vite. Je vous rappelle, la Cour d'appel de Poitiers a jugé les fautes retenues à l'encontre de René Maratier, mise en danger, etc., faute grave, mais a précisé que ces fautes n'étaient pas détachables du mandat. C'est donc à la commune qu'il appartient d'assurer l'indemnisation des victimes. Donc je rappelle que ça c'était la partie civile et pénale, et après on a basculé dans la partie jugement administratif. Ce qu'il faut retenir des derniers jugements administratifs, c'est notamment la répartition fixée par les juges lors du tribunal administratif puis de la cour administrative d'appel de Nantes, de la responsabilité liée aux fautes graves repérées par la cour d'appel de Poitiers. La répartition est désormais de 50, 35, 15. 50% la commune, 35% l'État et 15% la SVL. Je vous rappelle que, je crois que je l'ai abordé en conseil, le rapporteur public, c'est-à-dire l'avocat général, celui qui défend le dossier du jugement, avait proposé de réduire de 10% la responsabilité de l'État et donc d'augmenter de 2 fois 5% la responsabilité de la commune et celle de la SVL. On a combattu, on a défendu, avec fermeté, on a gagné ça. C'est-à-dire qu'on est maintenant sur une stabilisation définitive, la cour administrative d'appel, 50, 35, 15. La mission qui est la mienne, enfin, qui est celle du maire, légitimement celle du maire, c'est de défendre les intérêts des contribuables. Cette défense, je l'exerce dans deux directions. La première direction, je vous l'ai dit et j'y reviens, c'est le défaut de l'assurance, de notre assurance, la SMAC,
qui depuis 2010, il y a peu de courriers, mais il y en a quelques-uns, où l'assurance décline sa responsabilité contractuelle avec à la fois des prétendues clauses d'exclusion qu'elle n'est pas capable de produire, qu'elle n'est toujours pas capable de produire, et, moi je le dis, un défaut de conseil, puisque on ne peut pas imaginer qu'une assurance avec un droit de conseil assure une commune, devoir de conseil, assure, mais c'est un droit, hein, puisque c'est dans le code général, c'est dans le code des assurances, c'est pas que le devoir virtuel, c'est une obligation faite aux assurances de conseiller. Comment peut-on imaginer qu'une assurance qui plus est mutuelle assure une commune depuis 74, 80, je sais plus, enfin, depuis très longtemps, en excluant les risques d'inondation alors que la commune est une presqu'île. Vous voyez que devant le juge, ça va quand même être difficile à défendre. Et si elle avait exclu, il aurait fallu qu'elle nous dise. Il aurait fallu qu'elle produise des pièces. D'où le défaut de conseil. Défaut de conseil. Voilà le premier argument. Donc c'est le premier vecteur qui me conduise depuis longtemps à bagarrer contre la SMAC. Pour votre info, le congrès des maires, ça permet aussi de faire la chasse. J'ai fait la chasse au président de la SMAC qui avait refusé de me recevoir l'an dernier, qui m'avait envoyé son directeur général. Ça s'était très mal passé avec le directeur général, y compris une esclandre au milieu du salon. Et là, du coup, j'ai fait la chasse. Je l'ai chopé, en fait, parce que faut bien arriver sur son stand, il y a un stand. Et je l'ai chopé et je lui ai dit tout le bien que je pensais du dossier. Vous allez voir, comme je sortais d'un rendez-vous avec une direction de cabinet de ministre, je lui ai dit, vous allez être soumis à une médiation qui va vous obliger à vous dévoiler, parce que c'est pas possible que vous restiez comme ça. Je rappelle qu'on est quand même à quelques mois du 10e anniversaire des Zinkia, qui va à nouveau faire l'objet de couverture médiatique très importante. Deuxième sujet, la catastrophe naturelle, solidarité nationale. Catastrophe naturelle nationale, solidarité nationale. Pourquoi? D'abord, il faut quand même, je le redis, il faut que dans nos discussions, on n'imagine pas que les indemnisations de victimes ne sont pas légitimes. Les victimes, il y en a eu, il y a eu des drames, et leur indemnisation est normale, elle est légitime. Personne ne peut imaginer le contraire. Et je le dis pour que, dans nos propos, y compris dans la période qui s'ouvre, on soit vigilant sur ces questions. Il y a eu 29 morts, il y a eu des familles déchirées, il y a eu ce drame. Donc il faut considérer que cette indemnisation s'impose. Mais je vous rappelle, il y a 1 an et demi et 1 an, parce que c'était juste avant qu'on congrès des maires de l'an dernier, j'avais obtenu du gouvernement qu'il règle provisoirement, il m'a toujours dit provisoirement, il n'a jamais écrit d'ailleurs, l'ensemble des indemnités de victimes au premier jour de leur droit. Et il l'a fait. C'est-à-dire que toutes les indemnisations de vraies victimes, je dis de vraies victimes, ont été versées par l'État pour le compte du Insolidum. Pour le compte du Insolidum. C'est-à-dire que l'État a couvert les 50% de la commune provisoirement. La bagarre sur laquelle, je fais une parenthèse, sur laquelle il n'y a pas de vraies victimes, c'est les assurances du crédit mutuel. Je rappelle que les assurances du crédit mutuel, ils sont à environ 1,2 million d'indemnisation. Ce ne sont pas des vraies victimes. Les assurances du crédit mutuel, ils étaient à la fois payés par les cotisations de leurs assurés, parce que les gens, comme ceux qui étaient à la MAF ou ailleurs, ils payaient des cotisations, et en plus réassurés par l'État, Caisse centrale de réassurance, pour 50%. Donc, ce point était arbitré. C'était, et moi j'en étais plutôt satisfait, une marque de solidarité nationale, et depuis que c'est arrivé, donc depuis un peu plus d'1 an, je me bagarre pour faire en sorte que cet engagement se traduise par un engagement de solidarité définitif. J'ai rencontré le préfet en fin août et nous avons à nouveau cherché qui étaient les bons interlocuteurs pour agir. Je vous rappelle que le dossier est très complexe puisque 3 grands ministères, mais plutôt 4 grands ministères aujourd'hui sont concernés par cette affaire. L'écologie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Cohésion des Territoires et surtout Bercy. Et je l'ai dit d'ailleurs lors de l'inauguration du 26 octobre, je me méfie toujours d'un fonctionnaire zélé qui ne trouve pas normal, et il a raison, que l'État couvre la part des 50%, parce que l'État n'a pas été condamné à 85%, l'État a été condamné à 35%. Donc, on en était à ce stade, et le préfet, fin août, me dit, monsieur le maire, dans tous les cas, on ne vous demandera pas d'inscrire les sommes au budget de 2020, et il n'y aura pas d'action de recouvrement. Il me dit ça en août. Le 7 novembre, je reçois un courrier signé du secrétaire général de la préfecture demandant
à la commune de verser 47 930,75 €, correspondant à une première indemnisation jugée définitivement, puisque la Cour administrative d'appel a jugé déjà un bloc de jugement, un petit bloc. Elle va faire le reste à partir du 7 décembre. Hein, donc c'est la suite arrive. Somme correspondant à une première indemnisation jugée définitivement. À terme, si on accepte de verser ces 47 930 €, c'est 1 500 000 € qu'il faudra verser. Puisque j'estime, moi, à ce stade, le montant total des indemnisations à 3 millions d'euros. 1,2 million, un peu plus d'ailleurs, 1,2 million des assurances du Crédit Mutuel et autour de 2 millions des vraies victimes. Donc si on s'engage, si les actions récursoires sont engagées, on rentre dans une spirale où la commune est engagée à au moins 1 500 000 €. Réaction immédiate dès le 7 novembre au soir, par des coups de téléphone particulièrement actifs. Et le soutien également, je le dis parce que c'est important de le dire, quand les élus nationaux s'engagent avec les élus locaux, c'est important de le dire, avec le soutien actif et bienveillant de Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, qui nous a conduits l'un et l'autre simultanément à faire levier auprès du ministre de l'Intérieur et de son cabinet. Et ce levier a permis, dans une action, vous voyez, de commando, de conduire le préfet à me réécrire le 15 novembre en retirant partiellement le courrier du 7 novembre. Donc vous voyez que ça chauffait sévère, puisque entre le 7 novembre, courrier recommandé, qui nous demandait de verser les fonds sous 2 mois. C'est-à-dire que si on ne versait pas, le 2 janvier, la commune était sous tutelle. Parce que si on ne verse pas, c'est le préfet qui prend la main. Donc le 15 novembre, le préfet réécrit, le secrétaire général, le préfet, je n'ai toujours pas vu sa signature, ni entendu sa voix. Pour autant, l'administration, dans son courrier, précise qu'elle est déterminée à obtenir le remboursement de la commune de manière globale, une fois l'état des sommes dues définitivement arrêté. C'est-à-dire qu'en gros, l'État dit, bon, c'est vrai qu'on a été maladroit, on vous a demandé une somme, et vous avez raison de dire que c'est une somme globale, donc on va peut-être attendre que tout soit définitif. Je rappelle que dans le même temps, l'État a fait pression pour que nous ne fassions pas appel en cassation pour les victimes, et à juste titre. J'ai réussi à ne pas faire appel en cassation, j'ouvre une autre parenthèse, parce que j'ai réussi à ne pas, par un acte juridique d'un avocat au Conseil d'État, pour faire en sorte que la SMAC ne nous reproche pas de ne pas aller en cassation pour les victimes, parce que alors c'est la SMAC qui aurait pu dire « Ah ben vous n'avez pas défendu la cause ». Bon, bref, j'ai pour autant demandé solennellement à 2 directeurs de cabinet avec Bruno Retailleau, et donc à demander à leur ministre de faire ainsi, que la commune refusait ces inscriptions, ces mesures conservatoires, ces inscriptions d'office, pour 5 raisons. Je vous l'ai dit pour qu'on les entende et qu'on les véhicule avec sagesse. C'est-à-dire, je ne demande pas de faire de provocation, je demande d'expliquer les choses. Et j'y reviendrai dans le journal, parce que je suis obligé de donner des informations là où elles doivent arriver naturellement sur notre population. Première raison, à catastrophe nationale, solidarité nationale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Deuxièmement, la commune est déjà victime de Xintia. Je veux dire, personne autour de la table n'a décidé de raser 30% du territoire. 30% du territoire, c'est 30% de ressources financières en moins. Il nous a fallu au moins 3 ans pour redresser la barre. Je rappelle que si on a une notation possible à l'Agence France Locale aujourd'hui, c'est qu'on a réduit de presque 28% les dépenses de fonctionnement des communes. Ben, moi, je l'ai dit aux directeurs de cabinet, aux 2 directeurs de cabinet que j'ai rencontrés, 2 préfets éminents, quand ils le disent au ministre, trouvez-moi une commune en France qui a fait de même. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une commune en France qui a baissé ses dépenses de fonctionnement de près de 30% depuis 2014. Troisième raison, l'État doit faire son travail de tuteur des assurances. Ben, ça fait 2 ans que je le dis. Ça y est, je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient une responsabilité. Alors c'est difficile, parce que quand vous voyez un fonctionnaire, quand vous voyez un ministre, moi j'ai vu la Kunguro il y a 1 an et demi, il m'a dit oui, ça c'est Bercy. Quand vous voyez le ministre de l'Intérieur, il dit ah ben c'est le ministre de la Cohésion. Et le ministre de la Cohésion dit ah oui, mais il y a l'écologie dans le coup. Donc, non, je dis que c'est Bercy, c'est la responsabilité politique du gouvernement aujourd'hui d'exiger des assurances, des choses, d'exiger que les assurances du Crédit Mutuel ne demandent rien, parce qu'ils n'ont rien à demander. Vous imaginez que si on paye aux assurances du Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel devra rembourser le fonds de garantie de l'État. Enfin, on touche le fonds.
dans le genre idiot, bête et méchant, on ne trouve pas mieux. Quant à la SMAC, là, et ça a été un propos, j'y reviendrai puisqu'on va aborder la question des frais d'avocat, quand j'ai coincé mon président, ancien haut fonctionnaire de Bercy, lui aussi, j'ai rien contre Bercy, mais quand même, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous allez vous présenter 10 ans après les INETICA, avec une assurance mutuelle qui aura dépensé au moins 800, voire 900 000 euros de frais d'avocat, et qui n'aura pas versé 1 euro d'indemnisation victime. Vous pensez que c'est défendable sur la place publique, dans le Figaro, dans le Monde et à la télé, au journal de 20 heures? Alors, j'ai déjà fait un esclandre, vous savez, il y a 1 an et demi, j'avais fait un courrier à tous les maires de France. Il a compris que plus on avance dans le dossier, plus la réalité devient objective. Je lui ai annoncé que l'État menait des actions récursoires, parce que je venais de l'apprendre quelques jours avant, et qu'une médiation s'imposait, et qu'elle était demandée maintenant par Bercy, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Écologie et par le ministère de la Cohésion des Territoires. Donc j'espère que la ligne va bouger. Quatrièmement, demander à terme 1,5 million à une commune de 700 habitants, c'est non seulement idiot, mais c'est impossible. C'est 150% d'augmentation des impôts. Donc, vous me direz comment on fait. Alors, y compris quand on a une bonne notation aujourd'hui, vous imaginez ce qu'il en est. Puis le dernier point, et je l'ai partagé avec les associations de victimes, c'est que je ne veux pas qu'on prépare le 10e anniversaire en opposant les victimes aux contribuables, ou les contribuables aux victimes. Enfin, vous imaginez, on est tous en train de vouloir organiser, et chacun y met du sien, une cérémonie qui sera présidée probablement par une personnalité nationale. Comment peut-on imaginer, dans ce contexte, opposer les uns et les autres? Parce qu'on refait l'histoire si on fait comme ça. On se retrouve à nouveau en 2010. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, je voulais vous donner ces informations parce qu'elles sont malheureusement récentes. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il faut être combatif, il faut trouver les bons réseaux, et je ne lâcherai rien. J'ai même dit à mes interlocuteurs que je souhaitais que le dossier soit réglé sous ma responsabilité de maire. Parce que je ne voudrais pas laisser ça à quiconque. C'est pas agréable, ça me bouffe, moi, la vie depuis 6 ans, et je souhaite ça à personne. Je le dis sérieusement, pour que vous puissiez préparer les échéances en toute quiétude. Alors j'en arrive, pardon d'avoir été long, à la demande de prise en charge des honoraires d'avocat. Alors je le dis que, sans méchanceté, mais vous voyez, quand on a traité les dossiers de demande de remboursement de mesures conservatoires, quand on arrive à une demande de remboursement de frais d'avocat, moi ça m'a un peu bluffé. Bon, je vous rappelle qu'on a noté une délibération de décembre 2012 où le Conseil accorde, dans des conditions juridiques que j'ai toujours contestées, la protection fonctionnelle de René Maratier. Je vous rappelle qu'en avril 2016, René Maratier a été reconnu coupable de fait d'homicide involontaire misant en danger d'autrui. C'est le jugement de la Cour d'appel de Poitiers, avec des condamnations d'emprisonnement sursis et d'interdiction définitive d'exercer une fonction publique. La Cour a également, ce que je vous disais tout à l'heure, indiqué que ces fautes n'étaient pas détachables. Et de ce fait, la commune, qui n'était pas partie devant le tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Poitiers, se trouve juridiquement en responsabilité afin d'indemniser les victimes. Je fais juste une parenthèse d'un point de vue juridique. Ce point-là, il faudra que je le recreuse quand j'aurai beaucoup de temps. Ça m'arrivera, je pense bientôt. Je ne trouve pas juridiquement, je suis juriste, et c'est une question qui trotte dans la tête d'autres experts avec moi. La commune n'était pas partie au procès. Lorsque le juge en cour d'appel de Poitiers dit c'est la commune qui doit assumer la responsabilité, la commune n'a pas pu se défendre. Et je trouve qu'en dans le domaine des droits de la défense, cette particularité d'un juge de cour d'appel alors que la commune n'est pas partie au procès est surprenante. C'est d'autant plus surprenant que quand on reprend l'ensemble des jugements du tribunal administratif ou de la cour d'appel de la cour administrative d'appel, la cour administrative d'appel et le juge administratif ne sont pas embêtés. Ils ont dit ah ben les fautes, la cour d'appel de Poitiers les a estimées, jugées, et on reprend à l'identique ce que la cour d'appel a dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas été en mesure de défendre cette question de la question de la détachabilité de la sanction. Alors, la Cour de cassation a rejeté les pourvois, donc c'est la suite
Et par ailleurs, je vous rappelle que les frais irréfléchibles à hauteur de 262 800 € ont été mis à la charge de René Maratier par la Cour d'appel de Poitiers. C'était une partie du jugement de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers. Je rappelle quand même, parce qu'il faut dire les choses, même si on n'en est pas remercié ou félicité, que cette somme a été payée par la SMAC sur mon intervention spéciale. J'ai fait 2 rendez-vous spéciaux à Paris pour obtenir ça du président de la SMAC. Une fois encore étranglé, ça avait marché cette fois-ci, puisqu'il a accepté de verser les 262 800 €. Je le dis parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense que la situation de René Maratier, financièrement et personnellement, aurait été compliquée. René Maratier avait déposé une requête introductive d'instance en juillet 2016. Il s'était désisté en septembre 2016. Je vous signale, parce qu'on a délibéré dans cette salle sur cette question, que le 16 août 2016, Maître Lévy, un des avocats qu'on avait vu au procès, a envoyé une note d'honoraires restant due à son cabinet de 252 300 €, que cet avocat proposait de réduire à 200 000 €, soit 240 000 € TTC. Nous avons rejeté le 30 septembre 2016 cette demande, et le bâtonnier de Paris, sur requête de Maître Lévy, a rejeté sa demande le 31 janvier 2017. Par un courrier du 24 février 2017, réitéré le 17 mai, Maître Garot, Denis, avocat au Conseil, a demandé à la commune le versement d'une somme de 31 200 € correspondant à ses honoraires pour la défense de René Maratier devant la Cour de cassation. À une libération du 21 juillet 2017, le Conseil municipal a rejeté cette demande par 9 voix et 5 abstentions. Le 12 septembre 2017, René Maratier a demandé au maire de la Faute le retrait de cette libération et le paiement des honoraires à son avocat, J'ai rejeté cette demande le 19 septembre 2017. René Maratier a alors saisi à nouveau le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la libération du Conseil du 21 juillet 2017 et la décision du maire du 19 septembre 2017. Par un jugement du 4 octobre 2019, dont on parlait à la fin du dernier conseil municipal, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Le juge administratif a considéré qu'en se bornant à refuser la demande de prise en charge au motif que celui-ci disposerait d'une assurance individuelle couvrant de telles dépenses, la commune a entaché ses décisions d'illégalité. Je fais une parenthèse. C'est vrai que c'était l'argument qu'on avait utilisé, et que j'avais d'ailleurs utilisé, sans aller chercher d'autres arguments, parce que je trouvais que c'était un argument digne, je veux dire, y compris par rapport à René Maratier. Je le dis également, parce que je l'avais dit d'ailleurs à ce moment-là, ça m'avait d'ailleurs conduit à négocier avec la SMAC, vous en souvenez peut-être, les moyens pour que la SMAC finance la commune, pour que la commune attaque la SMAC, puisqu'en cassation, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais obtenu cet accord de la SMAC à une condition, c'est de plafonner les dépenses. Je vous rappelle que de mémoire, j'avais plafonné ces dépenses à 15 000 €. Et la SMAC a remboursé les 15 000 € des frais d'avocat. Donc je disais, ce qui vaut pour ce que j'ai fait, y compris en demandant à la SMAC de financer les 15 000 € pour l'attaquer, elle devait le faire pour le contrat personnel de René Maratier. C'est pour ça que j'avais fondé la délibération de 2017 sur cet argument. La commune, pour autant, quand on lit le jugement du TA, il est à votre disposition, il est public, a été invitée à réexaminer la demande de prise en charge des honoraires d'avocat présentée par M. Maratier dans un délai de 2 mois. Nous sommes dans ce délai, c'est pour ça que nous sommes là ce soir aussi. Elle devra également régler une somme de 1 500 € au titre des frais d'avocat pour cette procédure, ce qu'on vient de faire dans la décision modificative. Par un courrier daté du 16 octobre 2019, M. Maratier a déjà sollicité le paiement de cette somme auprès de la commune. Dans ce courrier, M. Maratier reconnaît implicitement qu'il n'a jamais réglé la facture de son conseil puisqu'il demande à la commune, dans ce courrier du 16 octobre 2019, de régler directement Maître Garot. Or, le tribunal administratif, confirmant la position exprimée par son rapporteur public, lors de l'audience du 11 septembre 2019, a laissé entendre dans son jugement que la commune aurait pu valablement motiver le rejet des demandes de M. Maratier par l'absence de règlement des sommes à son conseil ou par le fait que le montant de ses honoraires présente un caractère manifestement excessif. Donc, le juge administratif, quand il juge, il dit le fait de dire que M. Maratier avait une assurance ne suffit pas. Par contre, vous pouvez dire qu'il n'a pas payé directement et que les sommes sont manifestement excessives. La commune a donc décidé de faire appel de ce jugement afin d'obtenir de la Cour qu'elle valide par substitution de motif, c'est un principe de droit, la délibération initiale refusant à M. Maratier la prise en charge des sommes qu'il réclame. C'est en effet possible de demander à la Cour de procéder à une substitution de motif et donc de valider la délibération initiale.
Dans le cadre de cette procédure, la commune demandera naturellement la prise en charge de ses propres frais. Il est à ce stade, parce que, vous voyez, le premier argument, c'est de dire que l'avocat nous demande de payer une facture en direct. Le juge a dit que ce n'est pas possible. Le deuxième argument, c'est le juge nous dit si vous trouvez que ces sommes sont excessives, vous avez le droit de ne pas les payer. La protection fonctionnelle, elle n'ouvre pas un droit de remboursement de tous les frais d'avocat. Il y a des jugements du Conseil d'État partout sur cette question. Moi, j'estime à ce stade que la défense de René Maratier a coûté plus de 500 000 €, la défense qu'il a engagée, qui n'a a priori pas payé. Alors ça, je tiens compte de la facture que je reçois de Maître Lévy, de Maître Seban, de la facture de Messner que j'ai fait payer par la SMAC alors qu'elle était sur le budget communal en 2014. J'estime environ 500 000 € les frais engagés pour la défense de René Maratier. En plus, 262 800 ont été mis à charge au titre des frais irrépétibles, je vous en ai parlé tout à l'heure, couverts par la SMAC par ma demande. De son côté, la commune, pour défendre ses intérêts, a déboursé plus de 120 000 € de frais d'avocat du fait des arbitrages rendus par la Cour d'appel de Poitiers. Je rappelle qu'à chaque fois j'ai payé des frais d'avocat pour défendre la commune, j'ai envoyé la facture à la SMAC. Et le président et le directeur général de la SMAC savent très bien que s'ils perdent, je le dis pour les jours demain, les jours à venir, s'ils perdent ce que je pense devant le tribunal de grande instance et après en cassation, ils rembourseront les frais d'avocat qui sont dus à la commune. Et là, je crois qu'on regagnera une épargne considérable. Ainsi, les factures d'avocats résultant des procès Xinca approchent probablement 900 000 €. Au-delà des frais d'avocat, la justice administrative, du fait des errements passés, a mis en responsabilité une solidaire de la commune avec l'État et la SVL, afin d'indemniser les victimes. Au-delà des frais d'avocat, il y a des frais d'indemnisation. C'est pourquoi, en application du jugement du TA du 9 octobre, sans attendre l'issue de la procédure d'appel, je propose au conseil municipal de rejeter de nouveau la demande de prise en charge des honoraires d'avocat de René Maratier, au motif qu'il ne justifie pas avoir réglé les sommes dont il demande la prise en charge, qu'en l'absence de tout relevé de diligence, le montant de ces honoraires présente un caractère manifestement excessif. Et à nouveau, je vous demande de me désigner pour vous représenter et défendre les intérêts de la commune en justice, dans toutes les instances relatives à la prise en charge des demandes indemnitaires de M. Maratier, tout particulièrement pour interjeter appel du jugement du 4 octobre 2019 dans la Cour administrative d'appel de Nantes, de désigner Maître Maudet et Maître Carpentier, spécialistes en droit des assurances, pour toutes les instances introductives et introduire devant les juridictions administratives pour garantir les intérêts de la commune. Voilà, chers collègues, ce long énoncé, mais résulte d'une analyse juridique ancienne qui a été actualisée, j'allais dire, par le jugement du tribunal administratif dont je vous ai fait référence, qui naturellement est à votre disposition, il est là, dans toute sa plénitude. Y a-t-il des questions après ce long exposé? Je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? 2, 3, 1, 2, 3, 4 abstentions. Le rapport est donc adopté. Je vous en remercie. Je vous propose de me laisser respirer, de laisser le soin à... Non, je vais le faire, allez encore, parce que ça c'est facile. Et je boirai un verre d'eau en pensant au verre de champagne qu'on a déjà bu avec Jean-Pierre Chevalier. La dissolution de la FUA, des amourettes Massa et des coupoirs, attribution... Non mais il peut boire un verre avec René aussi, hein. Mais je vous assure, et je les remercie, je le dis publiquement, ça n'a pas été facile de dissoudre la FUA, et Jean-Pierre Chevalier a été persévérant. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, voilà. Je vous rappelle que l'association foncière urbaine n'a plus d'activité depuis plusieurs années. Je vous rappelle qu'on a d'ailleurs acté la dévolution des biens immobiliers chez Maître Lannes en 2017, il n'y a que 2 ans. Hein. Vous voyez quand même... mais qu'on n'a pas pu toucher l'excédent de trésorerie de 15 774,32 €, puisqu'il fallait pour ça une décision de dissolution actée par un acte du préfet de la Vendée. La dissolution de l'Assemblée a été prononcée le 17 juin 2019, et ainsi, je vous propose d'accepter le versement au profit de la commune
de la somme de 17 774,32, conformément au budget 77-13, d'intégrer dans le domaine communal l'ensemble des voies de la FUA masse A, de m'autoriser à signer toutes les pièces à cet effet. Je vous rappelle simplement que tout était prêt, et il y avait une erreur dans l'arrêté du préfet, donc il a pu faire une modification, qui en fait n'avait pas besoin d'être faite. Donc tout ça, ça nous a pris encore 6 mois. Y a-t-il des questions? Pas d'abstention, pas de vote contraire, je vous en remercie par rapport à l'autorité. Port de plaisance, c'est vrai que je vais voir vers. Voilà, et les tarifs, voilà, on est là pour voter les tarifs 2020 au port de plaisance et des professionnels. Alors pour faire simple, parce que sinon je vais vous lire des tas de tarifs, ça va être un peu embêtant. Ça fait 3 ans qu'on n'augmente pas les tarifs du port. Cette année, on les augmente d'1,5%. Ce qui fait, pour que les gens comprennent, pour les bateaux qui sont des bateaux classiques ici, entre 6 et 8 mètres, à l'année, pour la location d'un ponton, ça fait 852,90 €. Pour au mois, 332 € et à la semaine, 133 €. Pour un ponton visiteur, toujours 8 mètres à 10 mètres par tranche de 24 heures, c'est entre 12 et 15 €. Et puis pour la location d'un ponton à l'année, pour un bateau de 6 à 8 mètres, on est à 480 €. Et pour un bateau de 8 à 9 mètres, nous sommes à 564 €. Alors, par contre, une chose qui est nouvelle et qui change un peu, c'est les tarifs du port à sec. On a essayé de se caler dans les tarifs de telle manière à être une opportunité pour les gens qui veulent parquer leur bateau sur un port à sec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ports à sec dans notre région. Et on a tenté de le faire de manière intelligente pour être vraiment, pour attirer justement. Donc, pour le port à sec, pour un usager du port avec appontement, le stockage à terre lui coûtera pour un hivernage d'octobre à avril, il coûtera 285 € ou 50 € par mois. Et s'il veut avoir un accès à l'aire de carénage, ce sera gratuit. C'est-à-dire tous ceux qui ont déjà un ponton, pour eux c'est gratuit. Ensuite, si on a affaire à un usager du port avec qui a une carte d'accès à la cale, on aura un stockage à terre qui sera à l'année de 455 €. Pour l'hivernage octobre-avril, 330 €. C'est un peu plus cher que les 285 € dont bénéficie quelqu'un qui a un ponton. Et pour lui aussi, s'il sort avec un accès à l'aire de carénage de 24 heures, c'est-à-dire que je sors mon bateau, je le carène, je le redescends, ce sera gratuit pour lui. Enfin, pour les autres usagers, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur, on peut imaginer les gens qui viennent de l'île de Ré, qui viennent stocker leur bateau ici. À l'année, ce sera 600 €. Pour un hivernage octobre-avril, 400 €. Pour la saison mai-septembre, 350 € et 100 € par mois. Et par contre, pour ces personnes-là, un accès à l'aire de carénage leur sera facturé 40 €. Enfin, on loue le parc-lève. Le parc-lève, vous savez, c'est l'engin qui permet d'aller chercher les bateaux dans l'eau, de les soulever, de les sortir. Une sortie ou une mise à l'eau, c'est 60 €, ce qui fait que sortie ou rentrée, ça fait 120, enfin quand on a les deux. Et évidemment, on loue des verres de calage. Des verres de calage c'est ce qui permet de poser un bateau. L'usage, c'est ça. C'est pas les cannes. Oui, c'est l'usage qu'on loue, effectivement. Le parc-lève, c'est acheté, hein, c'est pas loué. Absolument. Donc les deux épontilles liées, c'est 120 € par an. Pour un hivernage octobre-avril, 100 €. Pour une saison de mai à septembre, c'est 60 € et au mois, c'est 30 €. Voilà. Et puis, vous savez qu'il y aura une petite carte d'accès au port, une petite carte magnétique, et il coûtera à ceux qui en ont, c'est ce qu'on appelle les cartes d'accès feed, ce sera 4 €. Voilà. Parfait. Donc, Merci. Alors, bien évidemment, ces tarifs ne sont homologués que par le conseil départemental. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de voter. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Enfin, il faut quand même voter les votes, et après, ils sont homologués. Donc là, par exemple, conseil porteur. Conseil portuaire et conseil départemental. Vous les votez Commune là, d'abord. et puis après, on les homologue au conseil départemental. Donc, quelqu'un est contre, tout le monde est pour. Ça marche. Le rapport suivant, il s'agit de l'adhésion à la convention. De toute façon, on sera toujours déficitaire. Bah oui, non, parce que là, pour le coup, si tu veux, je peux répondre. On ne On ne sera jamais hyper rentable. Par contre, ce qu'on peut, c'est pas remplir rentabilisable. le trou. C'est bien.
c'est d'aller chercher justement des rentrées qu'on n'avait pas jusqu'à C'est présent. pas que le nombre d'apprentis. L'intérêt de la tarification que propose Laurent, qu'a proposé Laurent, qu'on a voté, c'est d'offrir des opportunités pour les plaisanciers qui ne sont pas vendéens, je pense aux Charentais et aux Vétais, qui vont venir chez nous, qui ont intérêt à venir chez nous pour des raisons financières. Et ça peut quand même modifier l'équilibre structurel de On est moins cher. Allez, adhésion à la convention de participation pour le risque de prévoyance, fixation du montant de participation de la collectivité. Le rapport était proposé au dernier conseil, on ne l'a pas voté parce que le comité technique paritaire n'avait pas délibéré. Bon, je vous rappelle que la loi en 2007 a légalisé l'accompagnement que les employeurs, collectivités locales, faisaient à leurs salariés. Avant, je me rappelle qu'il y a eu un certain nombre d'observations des chambres régionales des comptes, les collectivités qui abondaient le droit de participation au risque de prévoyance de leurs salariés n'avaient pas le droit de le faire. La loi en 2007 l'a autorisé. Et je vous rappelle que nous, on est dans un cadre où c'est le centre de gestion qui gère pour notre compte ces possibilités de prévoyance, de risque de prévoyance pour nos salariés. En novembre 2018, on avait déjà délibéré, donc il y a un an, pour se joindre au centre de gestion pour la nouvelle mise en concurrence que le centre de gestion avait engagée. Et la consultation a conduit à choisir la société Territoria Mutuelle dans des conditions tarifaires que je ne vais pas vous détailler parce que ça prendrait beaucoup de temps. C'est un tableau très simple, mais ça prend du temps. Parce qu'on est à la fois sur des garanties 2 invalidité, on est sur des garanties 3 perte de retraite, au regard des invalidités, et une garantie 4 malheureusement en cas de décès. Le choix de l'offre territoriale mutuelle a reçu un avis favorable du comité technique paritaire en 2019, en juin 2019. Et moi je vous propose donc d'adhérer à cette convention de participation pour 6 ans, puisque le centre de gestion le faisait pour notre compte, mais c'est chaque commune qui après adhère, pour le risque de prévoyance, parce que quand on accepte, on paye. Vous êtes bien d'accord. C'est-à-dire que, je reviens maintenant peut-être à l'essentiel, pourquoi on fait ça? C'était fait en 2014, et c'est important. Parce que si on ne pousse pas les salariés publics qui n'ont pas de gros salaires à prendre des mutuelles et des prévoyances, quand il y a des soucis de santé, au bout des 6 mois, il y a la perte d'une partie de salaire, et puis après, en longue maladie, on se retrouve avec que dalle. Donc c'est de l'intérêt, je vais dire, social et de l'employeur que de permettre, d'inciter nos salariés à souscrire cette assurance, pour le dire autrement. Et je veux le dire plus simplement, ma proposition, c'est d'apporter 20 € par mois et par salarié, 20 € par mois et par salarié, pour que les salariés fassent de même. C'est-à-dire que les salariés, s'ils veulent avoir des complémentaires, il faut qu'ils apportent eux-mêmes 20 € par mois et de salariés. C'est donc une logique gagnant-gagnant qui permet à nos salariés d'avoir de meilleures couvertures et des meilleurs risques de prévoyance. Je propose donc de m'autoriser à adhérer à la mutuelle, de fixer le montant mensuel de la participation à 20 €, de donner tout pouvoir pour que je souscrive le contrat avec l'opérateur actuel. René, tu voulais? Non, c'est le nom de la mutuelle, c'est la même. Voilà. Oui, maintenant ça s'appelle Territorial Mutuelle, parce qu'il y a eu des regroupements de mutuelles, mais c'est la même, et j'insiste, moi je trouve ça bien de le faire. Peut-être, si vous êtes d'accord, je vérifierai, parce que ça je ne l'ai pas vérifié encore, il faudrait me le sortir, je voudrais savoir s'il y a des salariés qui n'ont pas adhéré. Parce que je les inciterai bien, à notre nom collectif, à dire que tout l'intérêt qu'il y a à prendre une mutuelle. On sait que quand il y a des pépins de santé, malheureusement, je me rappelle en avoir géré des gens qui n'avaient pas de mutuelle, je peux vous assurer que c'est gagné. Y a-t-il des questions, des votes contraires, des abstentions? Le rapport est adopté, je vous en remercie. Renonciation au droit de préférence. Pour une parcelle des consorts Périno dans le Havre Ouest, le 13 octobre 2014, a été institué un droit de préférence au profit de la commune en cas de cession des parcelles boisées de moins de 4 hectares, ainsi qu'un droit de préemption en cas de contiguïté avec une parcelle boisée à vendre. Et vu la demande qui nous a été présentée le 10 octobre 2019 par maître Sylvie Duvos-Rousseau, notaire à Saint-Michel-en-Lerme, pour le compte des consorts Périno, et relative à la vente de parcelles de terre boisée,
qui est dans le Havre Ouest, et elle est classée en nature de peu pleurée au cadastre, en zone N du PLU, et on vous demande de renoncer au droit de préférence pour le bien que je viens de citer. C'est aussi simple que ça, ça ne nous arrive pas souvent d'avoir une renonciation de droit de préférence, mais voilà. Donc le foncier sera acheté par le conservatoire. Très bien. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci, le rapport est adopté. Un avenant très technique au contrat Vendée Territoire. Vous savez que le département a décidé de contractualiser avec les communautés de communes. Et en ce qui concerne la communauté de communes Vendée Littoral, la répartition financière validée par le bureau communautaire, c'est 44% des financements de ce contrat, c'était des projets intercommunaux, dont 7,7 pour des projets portés par la ville de Luçon, 48,3 pour des projets des 43 autres communes, selon une clé de répartition 30% par propriétaire, plus 50% population DGF, plus 20% potentiel fiscal. Je ne rentre pas dans la mécanique parce que vous voyez, j'en ai déjà perdu une grande majorité. Tous. Ce que je veux vous dire, c'est que l'avenant au contrat, ben en fait, le contrat il n'a pas changé, non, parce qu'en plus on nous fait délibérer sur des trucs. Le contrat il n'a pas changé en ce qui nous concerne. Le financement, on a dû l'avoir pour le parking Pigeonne de mémoire. Et là, on avenante. Et on avenante uniquement pour ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes. Donc, qui ne nous concerne pas, qui concerne les investissements de la Comcor. Voilà, je propose, une fois cette explication faite, de délibérer sur cet avenant. Pas de voix contraire, pas d'abstention. Ben oui. Bon. Allez. C'est deux attributions de marché rapides pour le port, pour le lot 11 et le lot 13. Lors de la consultation initiale du 16 janvier 2019, les lots 11 et 13 avaient été jugés financièrement inacceptables. Et par conséquent, la procédure de consultation relative aux lots 11 et 13 avait donc été déclarée infructueuse car les crédits budgétaires qui étaient alloués au marché, après évaluation du besoin à satisfaire, eh bien, ils ne permettaient pas du tout au pouvoir adjudicateur de financer les offres proposées pour ces lots. Alors les lots 11 et 13, pour ces deux lots, on a relancé, après une redéfinition du besoin conformément aux dispositions relatives au marché public, et une consultation a été lancée pour ces lots le 21 octobre 2019. Alors les entreprises ayant déposé leur offre sont les suivantes. Pour le lot 11, qui est le lot carrelage faïence. Il y a la SAS Caron Christophe, la SARL Hocher et Ouest Revêtement. Et pour le lot 13, qui c'est de la signalétique, il n'y avait aucune offre qui n'a été à l'époque déposée. Alors en ce qui concerne les arbitrages, on a décidé d'attribuer le marché, on vous propose de décider d'attribuer le marché à l'entreprise suivante. Le lot 11, carrelage faïence à Ouest Revêtement, pour un montant de 26 035 € et 43 centimes. Et puis, on vous demande de décider de déclarer la procédure de consultation relative au lot 13, qui est la signalétique, la déclarer infructueuse en raison de l'absence d'offres de remise sur ces lots. Je passe tout de suite au 14. Si tu veux. Le 14, c'est à peu près la même chose. Donc, on a relancé par délibération en date du 8 mars 2019. Il a été décidé de mener une consultation pour un marché de fourniture de containers maritimes découlant de la redéfinition du besoin du lot 14. Une consultation a été lancée pour le lot 14 le 21 octobre 2019. Les entreprises qui sont proposées étaient AGEC, Naftis et la SARL Home Green Box Innov. Et on vous demande de délibérer sur la validation du rapport d'analyse des offres et notamment le classement du lot 14 des entreprises et de décider d'attribuer le marché de fourniture à l'entreprise suivante pour le lot 14, la SARL Home Green, qui est une société d'Ivrac dans le 33, pour un montant de 16 050 €. Et de pouvoir à M. le maire d'effectuer tous les actes et prendre toute décision dans la mise en œuvre de la procédure de passation pour les choix des différentes entreprises. Merci Laurent pour ces deux délibérations, deux ajustements budgétaires sur le port. Des questions? Oui. Je suis Laurent Toucourt, Béatrice Toucourt, parce qu'elle m'a appelé lundi matin. Au niveau de la sécurité des appels,
Autrefois, quand on avait un message, c'était notre numéro qui appelait. D'accord. C'est Pardon, fait. excuse-moi. C'est juste après. Faut Oui, voter. On peut faut voter, c'est dans les voter. questions diverses, on n'a pas Ah voté. oui. Juste après. Question, Michel, une question. L'estimation était à combien sur ces 3 lots? Sur les 3 lots, à l'époque, je ne sais pas, je vais dire ça tout de suite. Sur les 3 derniers lots, alors on est arrivé à 10 065, 10 050. Alors AGEC était à 10 120 €, Navitis SAS 17 574 et Home Green à 16 050. Et l'estimation budgétaire, c'est ça que tu veux? À l'époque, tu l'as toi? Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas. Je ne me rappelle pas. Comme ça, t'es pas plus avancé. On va te retrouver. Tu t'en rappelles? Non, je m'en rappelle. Non, non plus. Bon, on va le retrouver. Alors, je mets au point quand même avant que Christophe pose sa question. Des abstentions, des votes contraires, donc les rapports sont adoptés, je vous remercie. On a terminé notre conseil et on peut donc maintenant répondre à la question. Laurent, tu veux répondre à la question? Oui, donc effectivement, C'est au niveau des numéros qu'on reçoit d'appel d'urgence. Enfin, d'appel de... On en a parlé en bureau tout à l'heure. Et c'est un 01. Alors moi, un 01, quand ça sonne sur mon... Tu prends pas. Je prends pas parce que c'est marqué France. Ouais. En général, c'est 01, ça va te marquer la ville, sur mon portable. Là, c'est marqué France, c'est de la pub obligatoire. Ouais. alors en fait, Et il y en a plein qui n'ont pas répondu à la Absolument, message. absolument. On s'en est rendu compte, et puis grâce à toi aussi, à tes remarques. Ce qui se passe, c'est qu'avant, c'était ton propre numéro qui t'appelait, ce qui interpellait, on savait ce que c'était. Et en fait, maintenant, à présent, on ne peut plus faire ça pour des raisons qu'on ne nous a pas expliquées d'ailleurs, on ne peut plus envoyer le numéro des gens. Donc on fera un numéro un peu dédié. Je pense que ça sera le numéro de la mairie. Ouais, par contre, ouais, le numéro d'Amérique. Numéro d'Amérique. Mais ça, c'est la boîte. Hein. Mais c'est tout à Ah, mais fait. t'as T'as bien On fait est de tellement le dire pourri parce par. que- Je ne connais pas qu'on pas répondu. On en a Ah, pas ben, fait, c'est mais t'as moi, je l'ai bien eu parce que j'ai regardé sur Alors, le problème, hein, c'est que au départ, on va un peu plus loin, mais il y a plein de 06, il y a plein de pubs sur les 06. Ah, on a 06, 09, 04. Ouais, donc ça devient de la folie. Ils sont partout. Et pas sur Blocktel, c'est marche impeccable. Allez, on va. Je sais qu'il y a des contraintes pour ça. Christophe, William et Elbit, c'est qu'on a tous des contraintes. S'il y a des questions, on les prend naturellement, mais chacun d'entre nous certains d'entre nous ont des contraintes. Je fais signer en même temps le À propos du port, compte rendu. Oui, à propos Jean-Pierre. du port, les pontons à Villeneuve, ils sont plus courts qu'avant. Ouais. Certains pontons sont plus courts qu'avant, effectivement. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'arriver à l'arrière du bateau, puisqu'on a déjà les pieux qui sont en protection. C'est un peu comme à l'Aiguillon d'ailleurs. Sauf que Là, à là, on l'Aiguillon, va monter par le milieu du bateau. Au bout d'un moment, avec l'envasement, on va monter au bout du bateau. ah bah, s'il n'y a pas d'entretien, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et après, il faudra courir pour sauter le bateau dessus le bateau. À moins d'entretenir. À qui? À moins d'entretenir. Ah oui, à moins d'en retenir. Ouais, d'accord. Donc le but quand même, si on fait le port, c'est de pouvoir l'entretenir. Ok, d'autres questions? Que pense le domaine maritime de ce qui se passe sur la plage quand même, parce que là, ça devient grave. Hein. Alors, on n'a pas eu de cocaïne, Non, mais pour les cocaïnes, les dunes, ça devient grave. Hein. Alors, non, mais pardon, parce que tu parlais de ce qui se passe sur les plages. Ce qui se passe sur les plages, c'est aussi l'arrivée assez massive de petites méduses. Ah, c'est ça les... Ouais. Oui, alors, dont certaines sont très urticantes, d'autres pas. Mais en tout cas, on a interdit le longe-côte, enfin j'ai fait un arrêt interdit. On verra si les gens y vont, moi je ne peux pas les courir après. Ah, c'est ça que c'est vraiment ça passe sur les... Oui. Donc il y a des méduses. Alors vous avez peut-être vu dans la presse régionale, il y a des invasions de petites méduses urticantes, et il y a en plus des petites méduses qui elles ne sont pas urticantes. Alors il y a des physalis qui sont roses et qui elles sont extrêmement urticantes et on vous déconseille même mortes de les toucher, elles ont des filaments de 40 mètres à peu près. Et là si jamais vous les touchez, il faut tout de suite appeler le 15, vous pouvez avoir des chocs cardiaques, il faut faire très attention. Et puis il y a la physalis qui elle est bleue et qui est moins agressive, enfin, elle a un impact urticant beaucoup moins sévère. Pour autant, on vous déconseille quand même de les toucher. Donc les promeneurs qui trouvent, parce que la bleue elle est magnifique, hein, c'est vraiment un animal magnifique, on a envie de la toucher parce que c'est un bleu magnifique. Surtout, voilà, vénale. Et ne la touchez pas, ne la touchez pas. Alors pour le reste, si tu veux, l'évolution
de la plage nord est très préoccupante. Ah ben ça commence à attaquer le Sérieux côté aussi. Hein. Bien sûr. Alors, elle est préoccupante pour ce qui concerne l'évolution de la plage. Et donc la partie d'usage de la plage. Je vous rappelle que cet été, on n'a pas pu faire fonctionner l'école de Charlevoix dans des conditions satisfaisantes parce que tout le nord était impossible. On peut même se poser des questions à moyen terme sur la grande plage. La grande plage. Ah ben oui. C'est-à-dire, y compris les postes de surveillance de grande plage. Mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, ce que je veux quand même vous dire, c'est que les protections arrière sont faites. Oui, heureusement. Ben oui, ben heureusement. Non, mais je le dis, heureusement qu'on s'est bagarré pour avoir. Et moi je le dis surtout les vieilles maisons, parce que le franchissement, il reste des bouts de dune encore dans la partie un peu moins que nous. Bon, alors après, tout ce sable qui bouge, il va revenir. Enfin, il est dans ce mouvement. On a connu, tous les plus anciens, ont connu l'évolution de cette plage. Hein. Bon, maintenant, moi, aujourd'hui, à ce stade, je ne peux pas t'en dire plus. Non, non, Et c'est une vraie c'est pas une préoccupation. grosse marée. Mais ça va devenir une préoccupation touristique. Hein. Oui, parce que l'été, il n'y a plus de plage. Même, À Marélo, il n'y a plus de plage. même là, vous auriez dû fermer carrément Oui. du haut, hein, parce que les gens passent dans la lagune. Hein. Attendez, La barrique. excuse-moi, je n'ai pas ouvert la séance au public encore. Pour moi, c'est les élus qui s'est. La barrière, vous l'avez mis au passage des Gailleuls, là, la barrière, vous l'avez mis au bout, mais il faudrait la mettre Oui. Peut-être début. Non, dès mais, le début. Hein. Les gens s'en vont dans la Parce que lagune. moi, je suis On le a premier à constaté- l'avoir fait cet après-midi. Mais on a- Pour faire le tour. et ça. On a perdu 5 mètres hein, là, Ah oui, oui, oui. en 24 heures. Ça a fait. Donc effectivement, on va demander au service de faire dès les le départ. ajustements au plus tôt. On va faire des belles. Y a-t-il encore des questions C'est par vrai les que c'est- conseils? c'est- Alors deux. Si c'est on vrai va que- vite parce qu'on a des contraintes. C'est vrai que Michel manifestement- d'abord. s'il vous c'est plaît. vrai que manifestement, dans cette zone, il y a une agression qui s'évacue de plus en plus. Et moi, ça me rappelle dans les années 60, quand je baignais sous la passerelle, à l'époque où j'étais jeune, où il y avait quand même une pénétration d'eau relativement importante jusqu'à la place des Bélivards, et où vous savez, c'était l'équipement qui était nivelé à... Et j'ai bien peur que ça revienne. Enfin, On est sur un mais bon, je cycle, sais pas, il y a à l'arrière. on est sur un cycle long Ah qui ouais. s'accélère. Donc, J'ai tapé aussi à l'alerte boucher dans la table. tout à fait. Ah ben, on verra. C'est Michel dans l'ordre. Où on en est l'avancement du dossier sur la vue de la plage des logements? Alors, il y a deux dossiers sur la ligne de la plage, puisque tu en parles. On en Oui, parlera oui. vendredi. Podélia. Les Podélia, Laurent répond. Moi, j'ai une inquiétude majeure hein, sur la ligne de la plage. C'est qu'on n'a toujours pas réceptionné. Et moi, je la constate encore. Cette dégradation s'accélère. On a une expertise à nouveau. J'ai provoqué une expertise à nouveau le 11 décembre. Sur Podélia. Sur Podélia, les marchés étaient infructueux pour Podélia, hein, qui est un bailleur social, on ne l'oublie pas. Il n'arrivait pas à boucler son tour de table entreprise, et là, ça y est, c'est fait. Donc, il nous assure entamer les travaux début d'année. On les revoit Jeudi. prochain. Donc, Bon, enfin, on les avait convoqués, hein, pour être très clair. on les a manqué 2 fois. Ouais. Et le directeur général est venu, et on lui a demandé de s'engager. Jean-Pierre. Là, en peu de temps, ce qui devient très inquiétant aussi, c'est la sortie de l'hiver. Je ne sais pas si vous avez été à la pointe de Marseille, où il était avant-hier, à 70, la boue rouge est de nouveau, le grand à boîte de nouveau à sec. Bien sûr, le sable qui est parti là, il est là-bas. Et c'est remonté facilement de 2-3 mètres d'un seul coup. Ouais. Ok. Et c'est avancé de 5-6 mètres. Et ça, c'est une évolution qu'on constate tous les ans, malheureusement, Ouais. depuis des siècles. S'il n'y a pas de questions, je lève la séance. Et donc, pardon. Non, c'était juste pour dire qu'en plus de l'arrêté municipal au passage 4, on aurait pu mettre une barrière quand même. Bon, à l'entrée, pour éviter que les gens aillent jusqu'au bout. On le note. C'est fait. Y a-t-il d'autres questions? Des minantés personnelles. Non, ça c'est. Malheureusement, c'est pas autorisé. Malheureusement, quand même. Hein. Heureusement. L'héberger allemand. Aussi. Pas de questions? Les barzellés. Eh bien, je vous propose de lever cette séance. Normalement, c'est la dernière séance de l'année. Donc, même si on se revoit en commission des finances et on travaillera vendredi prochain, mais pour ceux qui ne peuvent pas être à la commission des finances, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec un peu d'anticipation, puisqu'on n'a pas encore atteint décembre. Et tout ça se prépare. Merci à vous, bonne soirée.